Bienvenue à tous. Réaction conjointe de Nasser Bourita et Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, sur la décision de la Cour de justice de l'UE de rendre inapplicable l'accord de pêche marocain au Sahara. Voilà un bon signal envoyé aux adversaires de l'intégrité territoriale. Mais ce signal peut-il suffire? Quelles leçons retenir de ce revers? Quel défi s'impose pour ne plus jamais voir ça? Accord de pêche marocain et maintenant, c'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Youssef et Nassiri, qui nous fait le plaisir de nous accompagner le jour de son anniversaire. Bonjour Youssef. Bonjour. 49 ans, c'est ça? Oui, 49 ans. Je l'ai dit, ça y est, c'est fait. Bon anniversaire, vous êtes entrepreneur. Non, c'est juste 9 ans après 40, donc oui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Vous êtes entrepreneur et expert en économie. Un nouveau décodeur nous accompagne ce matin, Hamza Benis. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes responsable du pôle relations internationales de l'association TISI et membre du conseil de l'Institut marocain des relations internationales, l'IMRI. En deuxième partie d'émission, nous parlerons export avec vous, messieurs, avec ce chiffre à peine croyable. À peine 1% des entreprises font de l'export au Maroc, 6 000 entreprises sur 600 000. Mais pire que ça, j'ai envie de dire, 400 de ces 6 000 entreprises réalisent 90% de ces exportations. Comment a-t-on pu en arriver là? Quelles sont les solutions? On en parlera à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. La capacité du Maroc à conclure des accords incluant le Sahara est intacte. Voilà la déclaration de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, peu après la décision de la justice européenne d'exclure le Sahara de l'accord de pêche entre le Maroc et l'UE. D'accord, pas d'accord? Est-ce que, Hamza Benis, on doit craindre à l'avenir, maintenant, une multitude de recours d'ONG liés au Front Polisario, recours ou plaintes sur des accords commerciaux qui lient le Maroc à une entité, un autre pays, tout simplement? Alors bien évidemment, tout à fait, parce que depuis le recours qui a été déposé par l'ONG britannique de Western Sahara Campaign, qui a été déposé pour un tribunal britannique, c'est une boîte à Pandore qui a été ouverte en fait, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de plaintes sont en train d'être déposées dans ce sens. Moi, je vais citer quelques exemples qui sont déjà arrivés depuis l'année 2017, parce que c'est cette année-là, depuis la décision du tribunal de la Cour de justice européenne le 21 décembre 2016 concernant l'accord de pêche, l'accord agricole, parce que c'était ça le début de ce processus. Et aujourd'hui, on est en train d'assister au même processus qui se répète, ce qui s'est passé avec quelques différences qu'on expliquera plus tard. Mais c'était ça, c'était le début, c'était un grand signal pour les ONG pour se mobiliser. Moi, je vais citer une plainte contre X pour discrimination économique et fraude à l'origine qui a été faite par une ONG française par rapport à un bateau qui a chargé l'huile de poisson vers la Normandie en partant de l'Aïoun. Je vais parler de la plainte contre la filiale d'Air France de low cost qui a créé une ligne directe Orly Dakhla, sans citer bien sûr le cargo de phosphate qui a été arraisonné en Afrique du Sud. Donc voilà, aujourd'hui ça c'est des événements marquants qui doivent nous alarmer quant à l'avenir et nous interroger sur la manière avec laquelle on doit gérer cette situation. Donc la capacité à gérer ça avec l'Union européenne devient de plus en plus difficile compte tenu de tous ces détails juridiques dont la décision est en train de nous pousser. Donc on y reviendra. Ouais, alors vous l'avez rappelé effectivement, cette affaire sur l'accord de pêche Maroc-Union européenne, ça provient donc d'une ONG britannique qui avait donc déposé plainte devant la justice britannique au départ en 2015. Depuis donc les choses semblent s'accélérer. Essentiellement, ce qu'on remarque effectivement, ce sont la justice française et la justice britannique qui est principalement interpellée pour l'instant. Mais maintenant, avec cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, on peut s'attendre à ce que ça aille un peu plus loin et que ça s'accélère. Donc ça interroge forcément sur nos capacités, Youssef et Nassiri, à pouvoir rebondir à l'avenir. Je crois que c'est pas nos capacités, mais c'est à notre prise de conscience, sachant qu'aujourd'hui, on sait que ces choses-là se font par un système de lobbying. Et je crois qu'on n'est pas encore arrivé à cette maturité
ou beaucoup, plutôt c'est pas la maturité, mais c'est une prise de conscience qu'il faut dire aujourd'hui qu'on doit travailler par maturité, on doit travailler, parce que c'est inimaginable de dire que aujourd'hui c'est des ONG françaises avec la France, avec qui on a des relations très fortes, qu'aujourd'hui ces ONG commencent à porter atteinte à notre souveraineté territoriale. Et là, c'est un signal d'alarme qui est assez grave aujourd'hui. Si en France, c'est relativement notre deuxième pays, là où on a les échanges, là où on a beaucoup de coopérants marocains en France, on a beaucoup de résidents marocains au Maroc et on a beaucoup de résidents marocains en France. On n'arrive pas à contrer, on n'arrive pas à mettre en place des lobbying. Et d'ailleurs, j'étais vraiment surpris de voir que durant les 15 jours ou les 20 jours où on a annoncé la date du jugement, au Maroc, c'est comme si rien ne se faisait. C'est comme si on était dans une zone de confort. Et je crois que les autres, ils ont exploité le terrain vide pour faire. Et même, j'ajouterais que les déclarations, si vous permettez, qui ont suivi cette décision, ont tendance à vraiment relativiser, à tempérer, à dire que, alors que la situation, il faut le dire, est très importante et très grave. Encore plus grave, c'est qu'il y a des responsables, et ça c'est encore aussi décevant, il y a des responsables qui ont mis sur leur site de parties correspondantes que le jugement du tribunal européen, il est en faveur du Maroc. On n'a pas cité le RNI et donc qui est le parti politique. Ne pas citer le RNI, pour ne pas citer exactement, pour ne pas citer le RNI. Donc soit que ces gens-là ne savent pas lire, soit que c'est nous que ne savons pas lire. Déclaration donc de Nasser Bourita, je l'ai cité, donc la capacité du Maroc à conclure des accords incluant le Sahara qui est intacte. Vous nous dites finalement point d'interrogation, gros doute. Il y a aussi cette déclaration d'Ahmed Reda Chami qui nous dit que le Maroc et l'Union européenne sont engagés à préserver leur partenariat d'exception bénéfique pour les deux parties. Bon, on peut dire que c'est une déclaration diplomatique. Mais quand même, ce qui est assez incroyable, et je voulais vous poser une question dans ce sens, Hamza Bénis, il y a eu un mouvement diplomatique de masse il y a quand même un peu plus de 3 ans maintenant en Europe suite à ce qui s'est passé avec la Suède. On a eu un nouvel ambassadeur entre le Maroc et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a fait en 3 ans ? C'est la question qu'on se pose parce qu'aujourd'hui, sincèrement, les actions diplomatiques qu'ils sont en train de faire, on est en droit de les critiquer parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a la politique étrangère d'un pays qui est fixée par le chef d'État et la diplomatie. C'est l'art d'implémentation de cette politique étrangère. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un chef d'État visionnaire qui au passage, pour le rappeler, est un docteur en droit international. C'est quelqu'un qui a soutenu sa thèse à Nice sur la coopération entre les communautés européennes et le Maghreb. Donc on doit être rassuré dans ce sens, mais la population doit être de plus en plus consciente de comment cette politique étrangère est en train d'être implémentée. Donc en termes de propositions, il faut faire beaucoup de choses en parallèle de ce qui se fait dans les rouages des Nations Unies ou bien de l'Union européenne. Il faut absolument travailler sur la sensibilisation des jeunes, comme M. Nsari a dit, à travers des ONG. On en parlera avec le peu de travail qu'on fait avec l'association TISI. Mais aujourd'hui, c'est la diplomatie parallèle qui doit être de plus en plus renforcée et financée, parce qu'il faut le rappeler, ces ONG Western Sahara Campaign, elle est financée par quelqu'un. Il y a des frais énormes qu'ils ont engagés vis-à-vis de cabinets d'avocats internationaux pour faire une campagne depuis début 2015. Donc ça fait 3 ans qu'ils engendrent des frais. Donc qui est derrière tout ça ? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a des ONG pareilles qui vont faire la contre-attaque ? Donc en fait c'est une diplomatie alternative à laquelle il va falloir travailler et recruter dans les jeunes au maximum pour aller à l'international. Youssef Nasseri.
C'est une excellente idée, ça, de faire la diplomatie. C'est pas alternative, mais je crois beaucoup plus ce que j'appelle moi personnellement, c'est la diplomatie parallèle. En se basant sur nos jeunes. Et d'ailleurs là, je me suis rappelé qu'il y a 2 semaines, un des jeunes que je connais qui travaille à Dakhla, cette personne-là, elle est allée représenter son parti dans un congrès international de jeunesse des partis politiques. Et donc, j'étais honoré et agréablement surpris que ce jeune-là, il était en train de préparer les réponses éventuelles à des attaques contre notre souveraineté sur notre Sahara. Ben voilà, un exemple. Exactement, voilà un exemple à encourager et voilà un exemple à multiplier, à démultiplier de par le monde, parce que aujourd'hui, c'est pas la politique, c'est pas la diplomatie officielle qui fait les choses. On sait qu'il y a des réseaux, il y a des lobbies en back office qui travaillent, et n'oublions pas cette question de financement. On sait clairement, et on le sait, on va le dire, que c'est l'Algérie, malheureusement, qui finance ces lobbies, c'est l'Algérie qui finance ces ONG. Et je crois qu'il est temps qu'on travaille aussi de la même manière, quand on cible les lobbies les plus puissants qui peuvent influencer la diplomatie étrangère marocaine. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Hamza Benis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle Relations internationales de l'association TISI, membre du conseil de l'Institut marocain des relations internationales. Youssef Nassiri également avec nous ce matin. Rebonjour. Bonjour. Entrepreneur et expert en économie. On poursuit notre premier sujet donc sur les suites à envisager après cette décision donc de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'applicabilité de l'accord de pêche Maroc-Union européenne au territoire du Sahara. C'est non, cet accord n'est pas valable pour le Sahara. Décision donc de cette Cour de justice de l'Union européenne. Il y a eu donc ce communiqué conjoint, cette réaction conjointe du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et de Mogherini, la haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères. C'est un bon signal clairement qui est envoyé, Hamza Benis? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les deux parties sont en train de chercher à garder leur partenariat stratégique, c'est quelque chose de normal. Mais maintenant, en termes de, si on analyse la décision dans le fond, j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller faire le travail, parce qu'on peut aller sur Internet et lire exactement ce qui se passe. Ce qui a été écrit, les déclarations qui ont été écrites par la Cour sont extrêmement inquiétantes de notre avis. Enfin, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement aujourd'hui, quand on lit clairement texto sur la déclaration de la Cour de justice que le Sahara ne relève pas de la notion de territoire de Maroc, moi ça me choque en tant que Marocain. Est-ce que cette Cour de justice a les prérogatives de dire ou de ne pas dire, ou de se substituer à l'ONU dans lequel le conflit est en train de se traiter. Donc c'est des signaux graves, et sachant que cette décision de la Cour de justice a été basée sur le droit international. Elle a cité la déclaration relative aux territoires non autonomes, dont le Sahara est un de ces territoires, la Convention des droits de la mer, les accords de partenariat de 2007 avec le Maroc, et le protocole des contreparties financières signé en 2013. Donc tout ça, c'est détaillé avec des articles, et c'est solide. Ils vont même plus loin. Ils vont même jusqu'à dire quelles sont les possibilités du Maroc pour la renégociation du traité, parce que ce qu'on a compris, c'est que aujourd'hui les deux parties vont chercher à contourner cette décision et trouver des termes différents. Ils ont même à dire que puisque le Maroc dit que refuse catégoriquement d'être traité comme puissance occupante, donc ça c'est vrai. Ils vont même à donner une alternative. Ils disent, même s'ils disent qu'ils sont une puissance administrative du territoire, eh ben ça c'est pas applicable, c'est contraire toujours au droit international. Donc ça c'est des faits très graves qu'il faut expliquer aux Marocains. Il faut les initier à ces techniques, parce que c'est vraiment technique sur les paroles, pour pouvoir contre-attaquer à travers comme disait tout à l'heure la diplomatie parallèle. Et on reviendra sur certaines propositions, parce qu'aujourd'hui
aujourd'hui, on a deux grandes tribunes très importantes. La première, c'est l'ONU avec la désignation de Monsieur Omar Hilal dans le Conseil de la paix et la sécurité aux Nations Unies. Et le deuxième, c'est l'Union européenne, et l'Union africaine, où il faut contre-attaquer de l'intérieur et mettre la République sahraoui, pseudo-République sahraoui, sur l'autoproclamée, sur la défensive, en l'interrogeant sur son intégration initiale à l'Union, à l'organisation de l'Union africaine, parce que est-ce que c'était un État à cette époque-là, ou est-ce que c'était un forcing du président à l'époque? Donc voilà, mettre cette République sur la défensive pour pouvoir arriver à des choses. Youssef Nassiri, en tout cas, on va faire des tours de passe-passe, là, on imagine, entre la diplomatie marocaine et la diplomatie européenne pour pouvoir justement contourner cette décision de la Cour de justice de l'UE. Et je crois qu'on est en train de faire du maquillage sur des déclarations pour tempérer et pour faire calmer les esprits, mais les faits sont là. Les faits sont là, ça a été très bien rappelé par mon ami Beni. C'est les gens ils prennent des références sur le droit international. Comme notre ministre des Affaires étrangères parle qu'on va défendre le partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne et les préserver, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on préserve un partenariat stratégique aux dépens de notre Sahara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, pour ne pas faire fâcher l'Europe, on n'est pas très mécontent de cette décision, etc., etc. Je crois que il faut appeler les choses par leur nom. Il faut mettre les points sur les i et dire que il y a des choses qu'on ne doit pas discuter et qu'on ne doit pas mettre en avant. Je rappelle que on est en train de faire de beaux speech aux Nations Unies, mais on sait que dans les Nations Unies, aucun problème n'a jamais été résolu de par l'histoire des Nations Unies. Les problèmes, les choses se résolvent par du lobbying. Il y a des pays bien précis, des puissances mondiales, qui ont les clés de la résolution de toute solution dans le monde. Et donc là, il faut, à mon avis, il faut agir. Mais quelque part, si on prend l'exemple... Pour vous, on a mal réagi côté diplomatie marocaine, parce que c'est vrai que mardi dernier, à chaud dans les décodeurs atlantiques, on rappelait quand même qu'il y avait eu cette menace, notamment sous le gouvernement Abbas Al-Fassi, d'exclure les bateaux européens des eaux marocaines. Exactement. Je crois que qu'est-ce qu'on a gagné de l'accord de pêche? Ça, c'est une autre question, à mon avis personnel. Qu'est-ce qu'on a gagné de l'accord de pêche? L'autre secteur de la pêche au Maroc n'a pas été mis à niveau. Il est le même depuis des années et des années. C'est les mêmes petites barques, c'est le même lobby qui fait la pêche haute côtière. C'est toujours les misères chez les pêcheurs. Et on n'a qu'à rappeler le mot social qui est arrivé à Hossima, c'est à cause de la pêche. Et donc, quelque part, est-ce qu'on a fait une évaluation de ces anciens accords de pêche? Aujourd'hui, tout à l'heure, on va parler d'exportation. On a le moyen aujourd'hui, avec le secteur de la pêche, avec une industrie agroalimentaire, d'être des pionniers de l'export. C'est ça ce qu'on doit faire. On rappelle le potentiel, pratiquement une sardine marocaine sur deux est mangée en Europe. On peut même développer, nous... Exactement. On doit dépendre de notre propre industrie. Ces derniers moments, je pars assez souvent à Dakhla et ça me fait mal de voir que le prix du poisson à Dakhla, qui était le moins cher au Maroc, aujourd'hui, il est en train de regagner en prix parce que les bateaux européens, toute la pêche, elle part ailleurs. Vous avez Nice. Alors, dernier point important, je pense qu'aujourd'hui, cette décision, elle relève de la Cour de justice internationale, de l'Union européenne, qui est un organisme supranational. Aujourd'hui, je pense que la stratégie qu'il faut mener vis-à-vis du Maroc, c'est plus des discussions bilatérales avec des pays comme la France et l'Espagne. L'Espagne, je rappelle, c'est le pays qui va souffrir le plus de cette décision, parce qu'aujourd'hui, c'est immédiat. L'arrêt, aujourd'hui, je rappelle que les Canaries, la Galicie et l'Andalousie sont les régions les plus importantes qui profitent de ça. L'Espagne, la France aussi. Donc aujourd'hui, il faut privilégier ces rapports bilatéraux plutôt que rester dans le rapport supranational avec la Cour de justice internationale de l'Union européenne. Une question de Hicham sur la page Facebook, Hamza Beni, est-ce qu'on peut faire revenir en arrière la décision de la Cour de justice de l'Union européenne? Je ne pense pas aujourd'hui, parce que en ayant lu en totalité le rapport, c'est bien fondé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des articles des accords internationaux, des traités internationaux. Donc aujourd'hui, la décision est irrévocable. Maintenant, la question, c'est comment ces pays
vont-ils respecter ça dans le cadre de leur organisation régionale. Exactement. Donc est-ce qu'ils vont se dire bon moi j'ai plus d'intérêt à dealer avec le Maroc directement et comme aujourd'hui l'ironie du sort est que c'est le tribunal britannique qui a déposé plainte et aujourd'hui c'est le Brexit, donc il est en train de quitter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fenêtre peut-être en 2019 c'est comme je disais, c'est une boîte de Pandore. Ce Brexit sera opérationnel, de revenir en arrière. Ça va se répercuter, ça va ouvrir beaucoup d'interrogations, beaucoup de possibilités. Mais est-ce que selon vous, Hamza Benis, est-ce que selon vous, une fois que le Brexit sera bel et bien opérationnel, s'il l'est, on ne sait jamais, on peut toujours y avoir du rebondissement, mais s'il est opérationnel, est-ce qu'on peut revenir en arrière et interpeller la Cour de justice de l'Union européenne puisque ça vient de la justice britannique? Alors ça peut être le cas effectivement, mais ça va pas annuler une probable possibilité d'une récidive par une autre ONG. Donc voilà. Youssef Nassiri, pour conclure. Et pour conclure, je crois que même si la Grande-Bretagne quitte l'Europe aujourd'hui, il y aura des ONG espagnols, il y aura des ONG italiennes, britanniques, si on reste sur la même manière de faire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le Maroc se hisse comme il a fait en Afrique, se hisse en un pays qui est en train de faire de grandes choses. Il a travaillé en Europe. Il a travaillé en Afrique par des lobbying il y avait deux diplomaties. Il y avait la diplomatie royale, il y avait la diplomatie parallèle par des lobbying, par des rencontres d'hommes d'affaires, par des rencontres d'ONG marocaines avec des celles africaines. Aujourd'hui, il faut agir de la même manière avec l'Europe et se dire aujourd'hui que l'accord de pêche, par exemple, l'accord de pêche, il est beaucoup plus pour l'Europe, que pour le Maroc. Et aujourd'hui, j'appuie fortement l'idée de faire le pressing et laisser les autres défendre pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Espagnols en premier lieu, en deuxième lieu les Portugais et les Italiens et les Français sont les plus touchés. Et c'est eux qui vont souffrir. Si vous vous rappelez, quand l'accord de pêche n'a pas été reconduit au moment de négociation, il y avait des grèves en Espagne, il y avait des grèves des pêcheurs en Espagne qui ont demandé des subventions et c'est de là que la pression est montée. Pourquoi ne pas capitaliser sur ça et dire qu'aujourd'hui, le Maroc, il est en position de force. On est en position de force et donc il faut agir autrement. Il ne faut pas... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? On sait que tous les pays européens, quand ils mettent la carte du Maroc, ils enlèvent le Sahara marocain. Donc qu'est-ce qu'on a gagné pendant de cette manière de cette manière? Et en 30 secondes, j'ai un souhait. Et là, c'est une demande que je lance aux responsables de nos aéroports ici au Maroc. C'est pourquoi ne pas mettre le drapeau du Maroc 5 mètres sur 5 à l'entrée de chaque port et à l'entrée de chaque aéroport. Et comme ça, tout le monde se rappelle que le Maroc, c'est de Tanger à Alguira. C'est un signal comme ça de la fermeté de la diplomatie. Je rappelle que ce qui a été fait en 2015 a eu des fruits, c'est-à-dire la menace d'arrêter complètement les relations avec les institutions de l'Union européenne. Exactement. Aujourd'hui, il fallait réagir à mon humble sens dès la réaction du procureur général, Monsieur Ouatlet, et ne pas attendre la décision définitive. Voilà. Hamza Benis, responsable du pôle relations internationales de l'association TISI, membre du conseil de l'IMRI, Youssef Nassiri, entrepreneur et expert en économie. Dans un instant, on va parler de